Madame, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Le président Macky Sall à l'Elysée ce matin. Le chef de l'État a été reçu par son homologue français, François Hollande. La France va mettre 195 millions d'euros dans le train express régional. 7 accords de partenariat ont été signés. Le président sénégalais était également ce matin à l'hôtel des Invalides en compagnie du Premier ministre français. Noël, des jouets traditionnels pour éviter l'acculturation, c'est l'idée qui prospère chez plusieurs mamans. Ustensiles de cuisine, poupées, puzzles, le concept se développe dans des boutiques spécialisées pour offrir aux enfants des connaissances sur la culture sénégalaise. Qui êtes-vous? De qui venez-vous? Ou d'où venez-vous? Que de questions, parfois banales, mais qui nous interpellent bien sur nos origines. La généalogie, la science qui retrace notre appartenance à une famille est à la une. Dans la rubrique Au cœur de nos cultures, l'histoire de nos appartenances à un nom reprend le flambeau. Tout de suite, direction Paris, où nous retrouvons en direct Anne-Marie Gomis, qui nous fait le point de la journée pour cette visite d'État du chef de l'État, Macky Sall, en France. Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, tout seigneur, tout honneur. Le président Macky Sall reçoit les honneurs de la France d'abord à l'hôtel des Invalides. Passage incontournable pour tout président. Visite d'État ici en France, classé monument historique au lieu de la mémoire nationale, incarne la France dans son ensemble. L'exécution des hymnes nationaux, la revue des troupes pour marquer la solennité de l'événement. Aboubakry Kane. Hôtel national des Invalides. Dans la cour, un ensemble de symboles de la République qui renseignent à suffisance sur la solennité du moment. Les honneurs à l'invité de la France, le président Macky Sall, accompagné ici par le nouveau locataire de Matignon, Bernard Cazeneuve. Place d'abord aux hymnes nationaux. Le président de la République de passer ensuite en revue les détachements des 3 corps d'armée ayant assuré les honneurs. Le chef de l'État et le Premier ministre français se sont ainsi inclinés devant les drapeaux. Après, les autorités ont procédé à la présentation des membres des 2 délégations avant de prendre la direction de l'Élysée. Après les honneurs militaires aux Invalides, c'est le tête-à-tête entre le président Macky Sall et son homologue François Hollande. L'Élysée, pavoisé aux couleurs du Sénégal et de la France, a déroulé le tapis rouge pour son hôte du jour. 7 textes ont été signés. Le train express régional bénéficiera d'un financement de 196 millions d'euros. Nous retrouvons sur place Aboubakry Kane. 143 chevaux de la garde républicaine et un détachement de l'escorte motorisée. Un cortège d'honneur en direction du palais de l'Élysée. Honneur militaire et passage en revue des troupes pour le président de la République. Accueilli au pied du perron par son homologue français. Après un entretien entre les 2 chefs d'État, le second acte a consisté à la signature d'accords. 7 textes ont ainsi été paraphés, dont le protocole relatif au financement du train express régional Dakar-AIBD. C'est pour le Sénégal un choix et pour la France une marque de confiance.
Sénégal a choisi de faire du train son mode de transport et de permettre à la population, comme pour les marchandises, d'être ainsi dotée d'équipements modernes. Et pour les entreprises françaises, c'est une source de fierté. Ce partenariat porte aussi le symbole de la modernité, avec le projet phare de ligne de train express régional que le Sénégal a lancé déjà le 14 décembre dernier. Et la France aussi est le seul pays, en dehors des banques de développement, qui a accompagné le Sénégal dans ce projet pour un concours assez important de près de 200 millions d'euros. Cela mérite d'être souligné. En conférence de presse, les présidents Hollande et Sall ont aussi abordé des questions d'intérêt commun qui touchent notamment à la coopération entre les deux pays, étroitement liés par l'histoire. Des relations d'amitié déjà fortes et dynamiques qu'il convient aujourd'hui de renforcer. C'est le sens des engagements pris par la France pour accompagner le Sénégal dans ses projets. Un deuxième grand projet qui nous tient à cœur, c'est l'eau, et dans le cadre de ce que veut faire le président Macky Sall, c'est-à-dire de nouveaux quartiers, de nouvelles villes, de pouvoir apporter là des moyens modernes, compatibles avec nos engagements en matière de climat. Je rappelle que le Sénégal avait joué un grand rôle pour la signature de l'accord de Paris. Et donc nous avons là aussi une marque de confiance réciproque, et c'est près d'1 million de Dakarois qui vont pouvoir être alimentés en eau grâce à ce projet. Il y a des valeurs partagées, comme notre attachement commun au respect de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme. C'est dire qu'entre la France et le Sénégal, il y a toujours matière à se concerter, à dialoguer et à agir ensemble dans l'amitié et la confiance pour parvenir à nos fins communes. La France est le premier partenaire du Sénégal, tant dans les échanges officiels que dans le commerce et l'investissement. Dans les domaines de la paix et de la sécurité, les deux pays partagent une vision commune. La volonté de rester debout et de combattre ensemble le terrorisme sans concession et sur tous les plans. Nos forces de défense et de sécurité échangent régulièrement et partagent des théâtres d'opération dans le cadre des Nations Unies. Nous travaillons ensemble au Conseil de sécurité où le Sénégal siège comme membre non permanent et où nous collaborons étroitement sur les différents dossiers du monde. Et nous offrons également un cadre commun de réflexion avec le Forum de Dakar sur la sécurité et la paix en Afrique. Les relations d'amitié entre la France et le Sénégal s'inscrivent dans la continuité et pour le président Sall, dans les relations entre États, chaque acte posé est un signal qu'il convient de décrypter pour en saisir la portée. Cette visite d'État revêt aussi un symbole particulier. À l'Élysée, toujours, les deux chefs d'État se sont prononcés sur un sujet d'actualité, la situation en Gambie. Macky Sall et François Hollande réaffirment leur position de soutenir le peuple gambien dans son choix. Nous écoutons les deux chefs d'État. Une élection a eu lieu en Gambie. Ces résultats ne sont pas contestables. Et le président élu doit donc être installé le plus vite possible. Et il ne peut pas y avoir de doute sur cette réalité. Avec le Sénégal, avec la CEDEAO, nous sommes très clairs. Il doit y avoir le plus vite possible la transmission du pouvoir au président élu. Et il n'y a aucune transaction possible sur ce sujet, parce que c'est une question majeure de principe, et aussi pour la Gambie d'être pleinement insérée dans la communauté internationale. Il y a une exigence de respecter la volonté souveraine du peuple gambien. Dans une république et dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Une fois qu'il se prononce, tout le monde doit s'incliner. Alors c'est la raison pour laquelle le Sénégal n'a pas hésité à donner sa position très clairement sur cette question. Et la CEDEAO, dans un élan unanime,
a décidé d'accompagner le peuple gambien dans son choix et d'inviter le président Jammeh de respecter ce choix souverain du peuple gambien. Je me réjouis de la position du président Hollande sur cette question, qui est la même que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de confirmer hier soir. Donc je pense que l'émissaire de la CEDEAO, le médiateur, le président Buhari, saura faire entendre raison au président gambien et que la transition puisse se faire sans heurts le 19 janvier prochain. C'est ce que nous souhaitons et nous pensons que nous y arriverons. En tout cas, nous prions pour qu'il en soit ainsi. Autrement, nous serons dans l'obligation de faire appliquer les décisions souveraines de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le passage du président Macky Sall au Sénat aura marqué également la journée de ce mardi. Macky Sall est reçu par le président du Sénat, Gérard Larcher, la signature du livre d'or et le déjeuner offert à la délégation par l'institution ont mis fin à l'étape donc du Sénat. Le compte-rendu de Cheikh Diop. Arrivée du président Macky Sall au Sénat français. À l'accueil, Bernard Larcher, son président. Les honneurs rendus par 2 détachements. Le président Macky Sall signe le livre d'or. Ensuite, échange de cadeaux. Magnifique. Très beau. Le président Macky Sall décore le président du Sénat, Bernard Larcher, de grand officier dans l'ordre national du Lion. Dans la salle des banquets, le président du Sénat français invite à déjeuner la délégation sénégalaise qui accompagne le président de la République dans sa visite d'État en France. Bernard Larcher, qui se félicite de cette visite, il a insisté sur les caractères d'homme de paix et de démocrate du président de la République Macky Sall. Votre venue nous fait du bien. Et le président Larcher a dit tout le bien qu'il pense du Haut Conseil des collectivités territoriales mis en place au Sénégal. Quant au chef de l'État Macky Sall, il a surtout parlé de la démocratie en marche sur le continent africain. C'est une vieille tradition au Sénégal, a dit le président Sall, avec l'élection des députés au Palais Bourbon dans les 4 communes qu'étaient Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar. Après sa visite, le président de la République s'est rendu à l'Assemblée nationale et à la mairie de Paris. Au programme de la visite d'État demain, le Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Dans la matinée et l'après-midi, l'hôtel Matignon reçoit le président Macky Sall. Un peu plus tard, le chef de l'État sera attendu à l'Académie des sciences d'outre-mer où il sera installé comme membre associé. À retenir pour ce soir sur la RTS, donc en direct du plateau de TV5 Monde, le débriefing de la visite d'État du président Macky Sall ici en France. Issa Sall, directeur de l'hebdomadaire Nouvelle Horizon, et Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI. Ce sera donc à partir de 21h sur la radio-télévision sénégalaise. Voilà donc, Ibrahima, ce qu'il fallait retenir pour ce soir. On se retrouve demain pour d'autres temps forts de cette visite d'État du président Macky Sall ici en France. Merci Anne-Marie. Nous restons justement sur cette actualité. Parmi les protocoles d'accord signés entre la France et le Sénégal, il y a celui relatif à la coopération entre Total et le gouvernement du Sénégal pour l'offshore profond. Le président Macky Sall s'est félicité de la décision de ce groupe français de rejoindre les entrepreneurs qui sont déjà dans l'exploitation des ressources naturelles au Sénégal. Nous écoutons le président de la République. Si Total veut explorer notre bassin sédimentaire dans l'offshore profond, je pense que c'est quelque chose de très positif pour le Sénégal. Il restera maintenant à définir le cadre de cette intervention et tout cela est précisé dans le code pétrolier. Tout est clair depuis très longtemps. Il y a une convention qui pourrait être signée à terme, il y a un accord d'association et Total sera amené à assumer un certain nombre de travaux conformément à son engagement. Donc je crois que si nous avons Total comme aujourd'hui nous avons BP, parce que BP a décidé de venir, c'est un plus pour le Sénégal. Et il n'y a aucune contradiction entre ce que nous avions fait jusque-là et ce que nous allons faire demain avec Total ou avec n'importe quelle autre compagnie mondiale. Mais il est heureux que les majors reviennent au Sénégal.
Et puis le ministère des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur, au nom du gouvernement du Sénégal, condamne avec force le lâche assassinat de l'ambassadeur de la Russie à Ankara, M. Andrei Karlov, ce lundi 19 décembre 2016. Il s'agit là d'un acte terroriste. Le gouvernement du Sénégal présente ses condoléances et sa sympathie au gouvernement russe et réaffirme son engagement à renforcer la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sous toutes leurs formes et manifestations. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Sécurité publique, lutte contre le terrorisme, sécurité sur nos frontières. La lettre de politique sectorielle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique fixe les priorités. Les objectifs et les perspectives ont été au cœur de l'atelier de validation qui s'est tenu ce matin. Babouna Tchawa. Cette lettre de politique sectorielle de développement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique vient compléter la précédente datant de 2010. Un document qui redéfinit la planification stratégique et les attributs du département. L'élaboration de notre document de planification stratégique intervient à un moment où, au plan international, régional et national, de nouveaux agendas de développement, de sécurité et de résilience sont adoptés. Dans un contexte sécuritaire très chargé, il y a lieu d'adapter les moyens d'intervention et de prévention pour apporter une réponse intelligente à la menace terroriste multiforme et imprévisible. Tous ces phénomènes affectent gravement la sécurité publique et la sécurité civile et impactent négativement sur la vie des populations. La défense et la sécurité figurent dans les axes prioritaires du plan Sénégal émergent. Depuis quelques années, le budget d'investissement du département connaît une hausse constante. Il faut reconnaître que le budget a particulièrement augmenté, mais déjà qu'on était quand même à 12 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 54 milliards d'investissement. C'est vrai, 25% à l'époque du budget était concentré à l'investissement. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 40% du budget du ministère qui est consacré à l'investissement. Donc, toutes choses qui font que nous sommes obligés de travailler justement donc, dans la perspective de travailler à partir d'un document consolidé, mais qui nous permet d'avoir une vision et surtout une visibilité par rapport quand même aux besoins que suscite le secteur. La nouvelle lettre de politique sectorielle et de développement du ministère de l'Intérieur entre en vigueur à partir de 2017 pour une période de 10 ans. Elle fera l'objet d'une mise à jour tous les 3 ans. Et puis suite au boycott de la délégation de Manko Wat au Sénégal, la réunion entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques n'a pas pu se tenir pour défaut de consensus. Cette réunion avait pour objectif de rendre compte aux différentes délégations des coalitions de l'État de la mise en œuvre des 11 accords, des 11 points d'accord que le chef de l'État avait arrêtés avec les partis politiques. Nous reviendrons sur ce reportage de Amadou Aramcham. Et puis selon le ministre de l'Intérieur, la date des élections législatives est maintenue au 2 juillet 2017. Le Conseil au dialogue social a engagé un nouveau chantier, celui de la révision de la Convention collective nationale interprofessionnelle. Elle est vieille de plus de 30 ans. C'est une concertation nationale tripartite qui a ainsi démarré avec les organisations patronales et les travailleurs à Hamdaour. Voici une question qui résume bien l'urgence de cette concertation. Comment nous avons pu bâtir notre relation de travail durant toutes ces années avec des conventions collectives conclues pour la plupart entre 1953 et 1965 avec les classifications professionnelles et une convention collective nationale interprofessionnelle datant de 1982. Ils ont jusque-là réussi à s'ajuster à leur manière, à se faire confiance, mais l'heure est venue, disent-ils, de réviser cette convention collective nationale. Le chantier que nous avons ouvert aujourd'hui, à partir de ce cadre de concertation, va nous permettre de réactualiser l'ensemble de ces conventions collectives en passant donc par la révision des classifications professionnelles. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que les travailleurs ont beaucoup de revendications, beaucoup de préoccupations, parce que les classifications professionnelles, les emplois, les postes de travail, les fonctions sont classés par rapport à des catégories professionnelles. Et ce sont ces catégories professionnelles au niveau des barèmes de salaire donc, sur lesquels les travailleurs sont rémunérés. S'il n'y a pas de modification, s'il n'y a pas de changement fondamental, c'est vrai qu'on reste en l'état. La réflexion a déjà été menée en 2009, sans la suite escomptée. Avec les organisations patronales, les travailleurs et les partenaires, le Haut Conseil au dialogue social compte y apporter des réponses concrètes. Le monde du travail est un monde
évolutif, est un monde très complexe. Il y a de nouveaux métiers, il y a de nouveaux types de relations professionnelles. Cette fois-ci, le Haut Conseil du dialogue social, qui est aussi tripartite, a soumis son plan d'action au niveau des organisations patronales et des organisations des travailleurs. Et nous avons eu une réaction diligente, surtout du CNP, il faut le dire, pour essayer de booster encore cette réflexion autour de la Convention. C'est ce travail que nous allons faire pendant 4 jours, ici, de manière à pouvoir présenter un avant-projet au moins de convention collective à toutes les parties prenantes qui va être partagé. Le chantier est vaste car à côté des quelques conventions réactualisées, dans les secteurs tels que l'hôtellerie, la restauration ou les banques, il existe des conventions en négociation, des conventions pas du tout ou insuffisamment réactualisées, le cas dans des secteurs comme le ciment ou l'agriculture. La gestion financière des contrats appliqués aux pistes rurales, c'est le thème de l'atelier organisé par le PNDL. La session boucle le plan de renforcement des capacités des acteurs territoriaux exécuté à 100%. Pendant une semaine, les participants, une quarantaine, vont être formés. Hamidou Diop. Les participants issus de divers milieux professionnels vont interagir sur diverses thématiques. La question de la gestion des décomptes, le suivi des garanties, la gestion des pénalités de retard, la prise en charge des avenants et les dérives constatées dans leurs conclusions ont été bien positionnés durant les sessions. Sans oublier la gestion des intérêts moratoires, la prise en compte des transactions et leur traitement par le comptable, d'où l'importance de la participation du réseau des comptables publics à cette session de formation. Aujourd'hui, que le programme a une autre variante, c'est-à-dire l'entretien des pistes communautaires, c'est important également que les dispositions légales réglementaires, les pratiques au niveau du réseau comptable soient harmonisées. Et c'est vraiment l'intérêt à travers de ce séminaire qu'on ait l'ensemble du réseau comptable, la Direction générale de la comptabilité et des trésors, les ordinateurs, les AMO, qu'on puisse discuter, avoir le même langage, avoir une convergence de vues sur ce qui doit se faire en matière d'application et d'exécution des contrats. Cette session intervient au moment où le projet piste communautaire a déjà réalisé 505 km finalisés auprès de 17 communes. Ainsi, la mobilité de 137 643 habitants des 337 villages polarisés répartis dans les 17 communes a été améliorée avec une progression des indices routes. Les actions de formation déroulées ont été déterminantes dans l'atteinte des résultats. Nous avons déjà vu les résultats de ces formations-là dans les procédures de passation de marché, avec des délais très réduits, avec des décaissements qui vont à plus de 18 milliards. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est quand même important que tous les acteurs impliqués dans la gestion des contrats soient au même niveau d'information, qu'ils aient la même approche de la gestion des contrats, pour que le temps que nous avions déjà gagné au niveau de la passation des marchés, au niveau même des exécutions, que ce temps gagné ne soit pas perdu avec des gestions de litiges qui n'en finissent pas. Cette session de formation permettra de toucher du doigt la jurisprudence sur les réclamations financières articulées sur des aspects pratiques avec un objectif particulier. C'est pourquoi l'objectif de cette formation est de vous fournir une méthodologie pratique pour mieux gérer les contrats financiers. Toute cette dynamique prospective répond à l'impératif majeur de compléter votre arsenal d'outils méthodologiques de la gestion financière des contrats par la performance qui vous permettra de résoudre les différents problèmes que vous rencontrerez ou qui vous seront soumis dans la gestion des marchés publics avec le maximum d'efficacité. Les actions de renforcement de capacité prévues dans le cadre de la mise en œuvre du PPC et PNDL ont été mises en œuvre avec une satisfaction évaluée à 90%, ce qui atteste de la qualité des actions de formation dispensées par des professionnels reconnus dans leur domaine d'intervention. Le système de riziculture intensive, c'est le sujet d'un atelier qui s'est tenu à Kaolack. Le WAP-PPAO veut promouvoir cette technologie avec les producteurs de riz. Utilisée depuis 2005 dans la vallée, cette technologie a montré de bons résultats, d'où son adoption par les producteurs de Kaolack. Claire Diop.
SRI, système de riziculture intensive, 3 mots pour toute une technologie novatrice dont l'ambition est de booster la production de riz. Introduite au Sénégal en 2005 au niveau de la vallée, l'expérience de sa diffusion à grande échelle a montré que, comparé au système conventionnel traditionnel, le SRI permet d'enregistrer des rendements 2, 3, voire 4 fois plus importants avec moins d'intrants et moins d'eau, laveurs et des producteurs sur le terrain. À travers toutes les exploitations ou les zones dans lesquelles ce système a été appliqué, nous avons vu que les rendements ont augmenté. Il y a eu des plus-values sur la production et des rendements et les gens ont apprécié fortement. Le SRI est expérimenté dans le bassin arachidier depuis quelques années. Ici aussi, une nette hausse de la production est notée. Nous avons la chance ici dans la zone d'avoir l'ANCAR qui depuis 2008 a mené des tests d'introduction sur les riz au niveau de la région de Fatick, au niveau de l'arrondissement de Toubacouta. Aujourd'hui, il y a un projet financé par le PPAO qui permet la diffusion à grande échelle du ESRI, qui a permis aujourd'hui de toucher plus de 5000 producteurs qui font aujourd'hui le ESRI et qui permet de doubler les rendements. Le Sénégal importe chaque année une quantité importante de riz pour sa consommation. Le ESRI se veut une solution pour libérer le pays de cette tyrannie. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest appuie. Pour le riz, nous importons à moins de 800 000 tonnes de céréales par an. Donc c'est énorme. Ça fait plus de 200 milliards de sorties de devises. Il est donc bon de voir comment intensifier la production de riz au niveau du Sénégal. Et c'est dans ce sens-là qu'avec la technologie sur le système de riziculture intensive, qui nous offre la possibilité d'augmenter sensiblement les rendements. Et pour ce faire, toute une stratégie sera déroulée pour mieux accompagner les producteurs. Renforcement de capacité, renforcer un peu l'équipement en petit matériel agricole et aussi accompagner les producteurs concernant, s'il le faut, le financement pour qu'ils puissent avoir des semences de qualité toujours. Et un peu d'engrais. Cet atelier a réuni les acteurs de différentes régions. Ils ont échangé leur expérience. Le système de riziculture intensive se présente comme une perspective d'avenir certain pour le Sénégal qui veut atteindre l'autosuffisance en riz d'ici les prochaines années. Rôle des médias dans la coopération sino-sénégalaise. L'ambassade de la Chine au Sénégal pose le débat. Nos confrères et consoeurs chinois et sénégalais ont échangé sur un partenariat capable de renforcer le brassage des deux peuples à travers des programmes de télé, de radio et des voyages d'études. Maman Moussagnan. Entre la coopération chinoise et les médias sénégalais, c'est une longue histoire. Depuis plusieurs années déjà, les relations sont particulières. Des séminaires, des voyages d'études, des échanges de programmes ont rythmé ce partenariat. Et ne serait-ce que pour ces aspects-là, il est important qu'on sache davantage de choses sur la Chine et qu'on puisse systématiser le traitement des informations au sujet de la Chine. Pour que, en tout cas, que les contenus des deux pays puissent être diffusés largement et aussi que les populations s'en approprient. Beaucoup d'organes de presse ont déjà bénéficié du soutien de la coopération chinoise. Aujourd'hui, les médias chinois ont investi l'espace médiatique sénégalais. Des échanges de programmes sont effectués jusque-là et le cadre est à élargir pour davantage de bénéficiaires. Les journalistes sénégalais ont eu l'occasion de connaître la Chine, une vraie Chine, de leurs propres yeux. Et cela vraiment a beaucoup promu à la compréhension. Le rôle des médias maintenant, c'est de faire en sorte que cette coopération qui est très forte entre les deux États puisse aussi se refléter au niveau des médias. En tissant des relations, des partenariats, que ces échanges portent aussi sur les contenus, les programmes et aussi sur les ressources humaines. La barrière linguistique qui était là, comme un facteur de blocage, deviendra bientôt un mauvais souvenir. C'est la conviction des participants à la rencontre de Saly. Comment faire pour permettre ce brassage-là entre les deux pays? Il n'y a que les médias qui peuvent le faire, qui peuvent servir de pont, qui peuvent servir de courroie de transmission entre les deux États. Il faut que les deux pays se connaissent
les deux peuples se connaissent. Donc, le média joue un rôle très très important, très décisif entre nos deux pays et nos deux peuples. Ainsi donc, le brassage des deux peuples est entré dans un processus irréversible. Avec la tenue de cet atelier de Saly, les médias sénégalais et chinois ont décidé d'ouvrir une nouvelle ère. Et puis cet autre atelier sur le rôle des médias dans la promotion des énergies renouvelables, c'est l'agence nationale en charge justement de ce secteur qui pose la question. Les journalistes sont ciblés pour servir de relais auprès du public. Le reportage de Damsila. Dans le cadre de sa mission d'information et de sensibilisation sur l'importance des énergies renouvelables, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables ANER a organisé cet atelier de renforcement de capacité destiné aux journalistes. Le thème discuté a porté sur le rôle des médias dans la promotion des énergies renouvelables. Nous avons comme mission principale de faire la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité. Et pour le faire, effectivement, l'un des aspects les plus importants, c'est la sensibilisation des populations. On ne peut pas parler de sensibilisation au Sénégal, et pas tout ailleurs d'ailleurs, sans passer par la presse. Donc nous avons jugé nécessaire, et pour que la presse puisse sensibiliser, il faudrait d'abord qu'elle comprenne ce que c'est. Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cette journée. Je ne peux pas dire former, mais en tout cas pour au moins d'abord sensibiliser la presse, mais également les informer des vertus des énergies renouvelables, de l'importance du développement des énergies renouvelables dans le Sénégal. L'Agence nationale pour les énergies renouvelables ANER, depuis sa création, ne cesse de mener des actions pour faire connaître et comprendre l'utilité des énergies renouvelables. Aujourd'hui, elle a fait de nombreuses réalisations sur le terrain et plusieurs projets sont en cours de finalisation. Il y a déjà une phase pilote qui a consisté à l'installation de 1835 lampadaires solaires. Nous sommes en train de réfléchir sur la duplication de ce projet dans toutes les communes du Sénégal. Mais nous avons également et surtout travaillé dans le monde rural, dans les villages non électrifiés. C'est-à-dire que ce que nous avons fait ici, c'est d'électrifier des infrastructures communautaires. Ça veut dire les postes de santé, les cases des tout-petits, les écoles primaires, les CM, les postes de police qui sont dans des zones enclavées, les postes de douane qui sont dans des zones enclavées, les postes de gendarmerie qui se trouvent dans des zones enclavées, les postes de garde du parc Nyokolokoba, les 20 postes de garde du parc, les postes du parc de Djoudj, et ainsi de suite. Cet atelier de renforcement de capacité sur les énergies renouvelables a réuni des dizaines de journalistes de différents organes de presse. À l'issue de cette rencontre, un réseau de journalistes spécialisés dans le secteur sera mis en place. Ce soir, nous nous intéressons à un concept qui a pris forme et qui trace son chemin. Des jouets traditionnels pour Noël, c'est pas très fréquent et face à la concurrence de la modernité, le challenge est énorme à Dakar. Dans des boutiques spécialisées, des femmes proposent des jouets qui reflètent bien la culture sénégalaise. Entre poupées, puzzles et ustensiles de cuisine, à vous de choisir. C'est le reportage de Ramatadem. Noël, le moment des jouets pour les enfants. Au Sénégal, pour certaines mamans, l'heure est aux jouets traditionnels. Pour cette maman qui souhaite que nos enfants gardent leur valeur, a créé une dinette entièrement made in Sénégal. On y retrouve tous les ustensiles de la cuisine de nos mamans et grand-mères, du tamis à la marmite jusqu'au fourneau, tout y est. Voilà, ça, en fait, on est actuellement à l'avènement des TIC. L'Internet, les téléphones portables. J'ai remarqué que les enfants jouaient beaucoup avec les téléphones portables des parents. Et avec les jeux vidéo, ils sont assez limités. Et c'est vrai que c'est ludique, mais pourquoi pas assembler le loisir à l'éducation. Ces dinettes-là, ça permet aux enfants non seulement de s'amuser, mais aussi d'apprendre à manier les ustensiles, de savoir à quoi ça sert un mortier, à quoi ça sert une marmite, à quoi ça sert un couscoussier, tout ça. Donc ça leur permet de s'éduquer tout en s'amusant. Et elle va pousser sa réflexion plus loin en créant un petit coin cuisine. Donc c'est pour permettre aux enfants de beaucoup s'amuser, de diversifier aussi les jeux. Par exemple, ils pourront utiliser les marmites, les mettre sur la cuisinière, utiliser le frigo. C'est vraiment leur permettre d'avoir un petit environnement à eux. C'est pas très imposant comme jouet, je veux dire. L'enfant pourra beaucoup s'amuser, en même temps
voilà, faire sa petite cuisine. Des jouets qui feront certainement le bonheur des petites filles, mais également de ces Sénégalais qui fabriquent ces petits ustensiles. Mais aussi, c'est en quelque sorte aider les artisans à se développer. Par exemple, les artisans que je vais voir, par exemple le vieux qui fait les tamis, il est très surpris quand il me voit lui commander de petits tamis. Il me demande qu'est-ce que tu fais avec ça. Je lui dis que je fais des jouets avec des enfants, mais il est impressionné. Il dit que c'est une très très bonne idée. Ça permet à nos enfants de savoir ce qui se fait dans nos pays, dans notre pays, et voilà. Donc vraiment, c'est une manière de développer les produits locaux et de faire connaître ça un peu partout. Pourquoi se limiter aussi au Sénégal? À côté de ces jouets, d'autres mamans ont créé des poupées pour nos petites filles et des puzzles, des jeux d'éveil pour les petits garçons. Une approche différente pour ces mamans qui ont voulu des jouets, des poupées à l'image de nos petits loulous. Nous faisons la couture, les tresses au niveau du Sénégal. Voilà. Et au-delà des poupées traditionnelles que nous faisons au niveau de l'Afrique, nous voulons aussi conceptualiser des jouets qui reflètent cette culture africaine. Donc différents types de jouets pour différents types d'âges. Voilà. Donc nous avons dans ce cas des puzzles comme un puzzle de Numbelan, qui raconte un peu l'histoire de Luc le lièvre dans la brousse. Ça permet à nos enfants de connaître les contes africains. Nous avons aussi un puzzle de la carte du Sénégal qui leur permet d'apprendre les régions. Le puzzle est délimité en 14 régions. Donc voilà, c'est éducatif en même temps ludique. Mais il s'agit de jouets pensés par des Sénégalais et qui répondent aux normes européennes. Alors, c'est parti du constat qu'il n'y avait pas assez de jouets justement qui représentaient cette culture africaine. Tout est basé sur l'Occident. J'ai eu mon enfant, mon fils, et je me suis dit qu'il n'y avait pas assez d'instruments qui pouvaient lui permettre de connaître sa culture. Donc c'est parti de cette idée de créer donc des choses qui représentent notre culture et notre. Voilà, chère maman, Noël est là, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, tout y est pour rendre heureux vos bouts de chou. Connaissez-vous votre arrière-arrière-grand-père? Question difficile à répondre pour certains, mais il y a une science qui peut bien vous aider. La généalogie, elle est auxiliaire de l'histoire, même si dans les pays à tradition orale, elle est détenue par les griots ou membres de la famille. Elle se perd de plus en plus sous nos cieux parce que la mémoire est faillible. Mais elle nous en parle dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Ton grand-père, il s'appelle comment? Il s'appelle Morfay. Morfay. Ouais. Lui, son père? Je sais pas. Il s'appelle Mej Ahmadou Tidjane Samb. Son père? Je connais pas le nom de son père. Je l'ai pas en tête. Mais on a quand même un papier où on a répertorié tout ça à la maison, mais je l'ai pas en tête. Du côté de ma mère, je connais personne, à part mes grands-pères. Mon grand-père et ma grand-mère. Les gens ne prennent pas le temps d'apprendre leur lignée. Comme on a beaucoup de mariages exogamiques, c'est des mariages qui ne se passent pas dans la même famille, mais dans des familles mixtes. Donc on a des généalogies croisées et cela devient très compliqué. Ne pas maîtriser sa généalogie, c'est inacceptable pour Baye Touré. Rendez-vous donc dans son univers, cette pièce qui fait office de galerie familiale. Ici, la plus vieille photo date de plus d'une centaine d'années. Cela permet à ses petits-enfants de coller un nom à chaque visage. Il est vrai qu'il y a des écrits, mais disons que, comme disent les Chinois, il vaut mieux voir une fois qu'entendre 100 fois. Je préfère qu'ils voient ça de leurs propres yeux. Et maintenant, s'ils ont des questions à poser, ils me les posent et maintenant je réponds sur les liens de parenté, sur le degré de parenté et tout ça, quoi. Et pour que ces photos tiennent le plus longtemps possible, Baye Touré les amène dans ce petit atelier à Tilène. En utilisant cette technique de sous verre, on peut conserver les photos plusieurs dizaines d'années. Si Baye Touré tient à sa compilation de photos, c'est parce que c'était une tradition pour bon nombre de familles d'avoir une galerie du genre. Mais aujourd'hui, des photos retraçant l'histoire de sa famille, on n'en voit presque plus. De moins en moins, on accorde donc de l'importance à la généalogie, alors que nos familles s'apparentent de plus en plus à celles occidentales.
Sachant dans l'environnement où on est à Dakar que les gens peuvent se rencontrer dans une boîte de nuit ou à l'occasion des chants religieux, s'ils sont ensemble et que chacun d'eux peut dire sa généalogie, ils sauront si les liens qu'ils ont permettent de se marier ou non. Donc la généalogie est un marqueur génétique. Il pourrait être intéressant dans la sous-région ouest-africaine qui a été une zone de brassage pendant toute la période médiévale, de savoir quels sont les liens de parenté et quels sont les liens directs entre les Tchams du Sénégal et les Kanté du Mali. Quand on s'appelle Diarra au Mali, quand on vit au Sénégal, on s'appelle Ndiaye. Mais si on retrouve les traces des différents Tchams et Kanté, Ndiaye et Diarra et autres patronymes différents, on peut tout de suite faire les liens de parenté et surtout suivre la trace de l'évolution des sociétés. Il est prouvé qu'avec l'âge, on s'intéresse plus à ses origines, d'où ce regain d'intérêt pour la généalogie, notamment en Occident. Dans les années 80, et quand j'étais en formation, à l'époque, la fréquentation, le profil de fréquentation des services d'archives était typé universitaire, académique, scientifique. À partir des années 80, 90 et surtout dans les années 2000, le profil s'est totalement renversé. On a vu arriver dans les archives l'écrasante majorité, plus de 90% des gens qui viennent, c'est des généalogistes. C'est la conséquence de la nucléarisation de nos familles. Avant, on naissait en Europe comme en Afrique dans des familles lignagères. On était dans une concession où il y avait plusieurs générations. On connaissait ses parents, ses grands-parents, ses grands-grands-parents, si on avait la chance. Et puis, on habitait sur le même territoire. Si en Occident, des logiciels permettent de faire des croisements génétiques, ici en Afrique, l'oralité est encore très développée. Dans les pays de tradition orale, il y a de la difficulté à gérer une généalogie correctement. Parce que, en l'absence d'écrits et donc de documents attestant leur fiabilité et leur validité, on est obligé de se référer à des spécialistes des traditions orales, qu'on appelle griots ici, qu'on appelle ailleurs d'autres noms, qui retiennent les filiations, mais essentiellement les filiations des familles nobles. Tout ça se perd très rapidement parce que la mémoire peut remonter peut-être à 2-3 générations, mais quand il faut franchir les 10, 15, 20, 50 générations qui séparent l'origine du premier ancêtre aux générations actuelles, évidemment, la mémoire, elle fait défaut. D'où l'intérêt pour chacun de se rapprocher du gardien de sa généalogie pour en savoir plus, car comme le dit le proverbe, bien se connaître, c'est engager l'avenir avec sérénité. La rubrique au cœur de nos cultures qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, je vous rappelle juste une information. Cette fin de cavale pour le médecin lieutenant-colonel guinéen Aboubakry Toumba, il a été arrêté vendredi dernier par la section de recherche de la gendarmerie. Nous reviendrons sur les détails de cette arrestation avec le commandant Issa Diak, chef de la section de recherche de la gendarmerie. Merci encore une fois à tous de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Le président Macky Sall à l'Élysée ce matin. Le chef de l'État a été reçu par son homologue français, François Hollande. La France va mettre 195 millions d'euros dans le train express régional. 7 accords de partenariat ont été signés. Le président sénégalais était également ce matin à l'hôtel des Invalides en compagnie du Premier ministre français. Noël, des jouets traditionnels pour éviter l'acculturation, c'est l'idée qui prospère chez plusieurs mamans. Ustensiles de cuisine, poupées, puzzles, le concept se développe dans des boutiques spécialisées pour offrir aux enfants des connaissances sur la culture sénégalaise. Qui êtes-vous, de qui venez-vous ou d'où venez-vous? Que de questions, parfois banales, mais qui nous interpellent bien sur nos origines. La généalogie, la science qui retrace notre appartenance à une famille est à la une. Dans la rubrique au cœur de nos cultures, l'histoire de nos appartenances à un nom reprend le flambeau. Tout de suite, direction Paris, où nous retrouvons en direct Anne-Marie Gomis, qui nous fait le point de la journée pour cette visite d'État du chef de l'État, Macky Sall, en France. Anne-Marie, bonsoir.
Bonsoir Ibrahima, tout seigneur, tout honneur. Le président Macky Sall reçoit les honneurs de la France d'abord à l'hôtel des Invalides. Passage incontournable pour tout président en visite d'État ici en France. Classé monument historique au lieu de la mémoire nationale, incarne la France dans son ensemble. L'exécution des hymnes nationaux, la revue des troupes pour marquer la solennité de l'événement. Aboubakry Kane. Hôtel national des Invalides. Dans la cour, un ensemble de symboles de la République qui renseignent à suffisance sur la solennité du moment. Les honneurs à l'invité de la France, le président Macky Sall, accompagné ici par le nouveau locataire de Matignon, Bernard Cazeneuve. Place d'abord aux hymnes nationaux. Le président de la République de passer ensuite en revue les détachements des 3 corps d'armée ayant assuré les honneurs. Le chef de l'État et le Premier ministre français se sont ainsi inclinés devant les drapeaux. Après, les autorités ont procédé à la présentation des membres des 2 délégations avant de prendre la direction de l'Élysée. Après les honneurs militaires aux Invalides, c'est le tête-à-tête entre le président Macky Sall et son homologue François Hollande. L'Élysée, pavoisé aux couleurs du Sénégal et de la France, a déroulé le tapis rouge pour son hôte du jour. 7 textes ont été signés. Le train express régional bénéficiera d'un financement de 196 millions d'euros. Le passage du président Macky Sall au Sénat aura marqué également la journée de ce mardi. Macky Sall est reçu par le président du Sénat, Gérard Larcher, la signature du livre d'or et le déjeuner offert à la délégation par l'institution ont mis fin à l'étape donc du Sénat. Le compte-rendu de Cheikh Diop. Arrivée du président Macky Sall au Sénat français. À l'accueil, Bernard Larcher, son président. Les honneurs rendus par 2 détachements. Le président Macky Sall signe le livre d'or. Ensuite, échange de cadeaux. Magnifique. Très beau. Le président Macky Sall décore le président du Sénat, Bernard Larcher, de grand officier dans l'ordre national du Mali. Dans la salle des banquets, le président du Sénat français invite à déjeuner la délégation sénégalaise qui accompagne le président de la République dans sa visite d'État en France. Bernard Larcher, qui se félicite de cette visite, il a insisté sur les caractères d'homme de paix et de démocrate du président de la République Macky Sall. Votre venue nous fait du bien. Le président Larcher a dit tout le bien qu'il pense du Haut Conseil des collectivités territoriales mis en place au Sénégal. Quant au chef de l'État Macky Sall, il a surtout parlé de la démocratie en marche sur le continent africain. C'est une vieille tradition au Sénégal, a dit le président Sall, avec l'élection des députés au Palais Bourbon dans les 4 communes qu'étaient Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar. Après sa visite, le président de la République s'est rendu à l'Assemblée nationale et à la mairie de Paris. Au programme de la visite d'État demain, le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, dans la matinée et l'après-midi, l'hôtel Matignon reçoit le président Macky Sall. Un peu plus tard, le chef de l'État sera attendu à l'Académie des sciences d'outre-mer où il sera installé comme membre associé. À retenir pour ce soir sur la RTS, donc en direct du plateau de TV5 Monde, le débriefing de la visite d'État du président Macky Sall ici en France. Issa Sall, directeur de l'hebdomadaire Nouvelle Horizon, et Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI. Ce sera donc à partir de 21h sur la radio-télévision sénégalaise. Voilà donc Ibrahima, ce qu'il fallait retenir pour ce soir. On se retrouve demain pour d'autres temps forts de cette visite d'État du président Macky Sall ici en France.
Merci Anne-Marie. Nous restons justement sur cette actualité. Parmi les protocoles d'accord signés entre la France et le Sénégal, il y a celui relatif à la coopération entre Total et le gouvernement du Sénégal pour l'offshore profond. Le président Macky Sall s'est félicité de la décision de ce groupe français de rejoindre les entrepreneurs qui sont déjà dans l'exploitation des ressources naturelles au Sénégal. Nous écoutons le président de la République. Si Total veut explorer notre bassin sédimentaire dans l'offshore profond, je pense que c'est quelque chose de très positif pour le Sénégal. Il restera maintenant à définir. Nous retrouvons sur place Aboubakry Kane. « 143 chevaux de la garde républicaine et un détachement de l'escorte motorisée. Un cortège d'honneur en direction du palais de l'Élysée. Honneur militaire et passage en revue des troupes pour le président de la République. Accueilli au pied du perron par son homologue français. Après un entretien entre les deux chefs d'État, le second acte a consisté à la signature d'accords. 7 textes ont ainsi été paraphés, dont le protocole relatif au financement du train express régional Dakar-AIBD. C'est pour le Sénégal un choix et pour la France une marque de confiance. Le Sénégal a choisi de faire du train son mode de transport et de permettre à la population, comme pour les marchandises, d'être ainsi dotée d'équipements modernes. Et pour les entreprises françaises, c'est une source de fierté. Ce partenariat porte aussi le symbole de la modernité, avec le projet phare de ligne de train express régional que le Sénégal a lancé déjà le 14 décembre dernier. Et la France aussi est le seul pays, en dehors des banques de développement, qui a accompagné le Sénégal dans ce projet pour un concours assez important de près de 200 millions d'euros. Cela mérite d'être souligné. En conférence de presse, les présidents Hollande et Sall ont aussi abordé des questions d'intérêt commun qui touchent notamment à la coopération entre les deux pays, étroitement liés par l'histoire. Des relations d'amitié déjà fortes et dynamiques qu'il convient aujourd'hui de renforcer. C'est le sens des engagements pris par la France pour accompagner le Sénégal dans ses projets. Un deuxième grand projet qui nous tient à cœur, c'est l'eau, et dans le cadre de ce que veut faire le président Macky Sall, c'est-à-dire de nouveaux quartiers, de nouvelles villes, de pouvoir apporter là des moyens modernes, compatibles avec nos engagements en matière de climat. Je rappelle que le Sénégal avait joué un grand rôle pour la signature de l'accord de Paris. Et donc nous avons là aussi une marque de confiance réciproque, et c'est près d'1 million de Dakarois qui vont pouvoir être alimentés en eau grâce à ce projet. Il y a des valeurs partagées, comme notre attachement commun au respect de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme. C'est dire qu'entre la France et le Sénégal, il y a toujours matière à se concerter, à dialoguer et à agir ensemble dans l'amitié et la confiance. Le cadre de cette intervention, et tout cela est précisé dans le code pétrolier. Tout est clair depuis très longtemps. Il y a une convention qui pourrait être signée à terme, il y a un accord d'association, et Total sera amené à assumer un certain nombre de travaux conformément à son engagement. Donc je crois que si nous avons Total, comme aujourd'hui nous avons BP, parce que BP a décidé de venir, c'est un plus pour le Sénégal. Et il n'y a aucune contradiction entre ce que nous avions fait jusque-là et ce que nous allons faire demain avec Total ou avec n'importe quelle autre compagnie mondiale. Mais il est heureux que les majors reviennent au Sénégal. Et puis le ministère des Affaires étrangères du Sénégal et de l'extérieur, au nom du gouvernement du Sénégal, condamne avec force le lâche assassinat de l'ambassadeur de la Russie
à Ankara, M. Andrei Karlov, ce lundi 19 décembre 2016. Il s'agit là d'un acte terroriste. Le gouvernement du Sénégal présente ses condoléances et sa sympathie au gouvernement russe et réaffirme son engagement à renforcer la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sous toutes leurs formes et manifestations. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Sécurité publique, lutte contre le terrorisme, sécurité sur nos frontières. La lettre de politique sectorielle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique fixe les priorités. Les objectifs et les perspectives ont été au cœur de l'atelier de validation qui s'est tenu ce matin. Babouna Tchawa. Cette lettre de politique sectorielle de développement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique vient compléter la précédente datant de 2010. Un document qui redéfinit la planification stratégique et les attributs du département. L'élaboration de notre document de planification stratégique intervient à un moment où, au plan international, régional et national, de nouveaux agendas de développement, de sécurité et de résilience sont adoptés. Dans un contexte sécuritaire très chargé, il y a lieu d'adapter les moyens d'intervention et de prévention pour apporter une réponse intelligente à la menace terroriste multiforme et imprévisible. Tous ces phénomènes affectent gravement la sécurité publique et la sécurité civile et impactent négativement sur la vie des populations. La défense et la sécurité figurent dans les axes prioritaires du plan Sénégal émergent. Depuis quelques années, le budget d'investissement du département connaît une hausse constante. Il faut reconnaître que le budget a particulièrement augmenté, mais déjà qu'on était quand même à 12 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 54 milliards d'investissement. C'est vrai, 25% à l'époque du budget était concentré à l'investissement. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 40% du budget du ministère qui est consacré à l'investissement. Donc, toutes choses qui font que nous sommes obligés de travailler justement donc, dans la perspective de travailler à partir d'un document consolidé, mais qui nous permet d'avoir une vision et surtout une visibilité par rapport quand même aux besoins que suscite le secteur. La nouvelle lettre de politique sectorielle et de développement du ministère de l'Intérieur entre en vigueur à partir de 2017 pour une période de 10 ans. Elle fera l'objet d'une mise à jour tous les 3 ans. Et puis suite au boycott de la délégation de Manko Wat au Sénégal, la réunion entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques n'a pas pu se tenir pour défaut de consensus. Cette réunion avait pour objectif de rendre compte aux différentes délégations des coalitions de l'État de la mise en œuvre des 11 accords. Confiance pour parvenir à nos fins communes. La France est le premier partenaire du Sénégal, tant dans les échanges officiels que dans le commerce et l'investissement. Dans les domaines de la paix et de la sécurité, les deux pays partagent une vision commune. La volonté de rester debout et de combattre ensemble le terrorisme sans concession et sur tous les plans. Nos forces de défense et de sécurité échangent régulièrement et partagent des théâtres d'opération dans le cadre des Nations Unies. Nous travaillons ensemble au Conseil de sécurité où le Sénégal siège comme membre non permanent et où nous collaborons étroitement sur les différents dossiers du monde. Et nous offrons également un cadre commun de réflexion avec le Forum de Dakar sur la sécurité et la paix en Afrique. Les relations d'amitié entre la France et le Sénégal s'inscrivent dans la continuité et pour le président Sall, dans les relations entre États, chaque acte posé est un signal qu'il convient de décrypter pour en saisir la portée. Cette visite d'État revêt aussi un symbole particulier. À l'Élysée, toujours, les deux chefs d'État se sont prononcés sur un sujet d'actualité, la situation en Gambie. Macky Sall et François Hollande réaffirment leur position de soutenir le peuple gambien dans son choix. Nous écoutons les deux chefs d'État. Une élection a eu lieu en Gambie. Ces résultats ne sont pas contestables. Et le président élu doit donc être installé le plus vite possible. Et il ne peut pas y avoir de doute sur cette réalité. Avec le Sénégal, avec la CEDEAO, nous sommes très clairs. Il doit y avoir le plus vite possible la transmission du pouvoir au président élu et il n'y a aucune transaction possible sur ce sujet parce que c'est une question majeure de principe et aussi pour la Gambie d'être pleinement insérée dans la communauté internationale. Il y a une exigence
de respecter la volonté souveraine du peuple gambien. Dans une république et dans une démocratie, c'est le peuple qui est souverain. Une fois qu'il se prononce, tout le monde doit s'incliner. Alors c'est la raison pour laquelle le Sénégal n'a pas hésité à donner sa position très clairement sur cette question. Et la CEDEAO, dans un élan unanime, a décidé d'accompagner le peuple gambien dans son choix et d'inviter le président Jammeh de respecter ce choix souverain du peuple gambien. Je me réjouis de la position du président Hollande sur cette question, qui est la même que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de confirmer hier soir. Donc je pense que l'émissaire de la CEDEAO, le médiateur, le président Buhari, saura faire entendre raison au président gambien et que la transition puisse se faire sans heurts le 19 janvier prochain. C'est ce que nous souhaitons et nous pensons que nous y arriverons. En tout cas, nous prions pour qu'il en soit ainsi. Autrement, nous serons dans l'obligation de faire appliquer les décisions souveraines de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.